Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de MMA Time. Alors comme vous le savez, cette semaine avec Sweb, on a été enregistré ici même une première interview avec Erwan Lecor, fondateur de Movnat, qui est le coach de mouvement de Carlos Condit, que vous avez pu voir à l'UFC, donne-moi le chiffre très vite. 195. 195 contre Lawler dans un combat épique, on a pu aborder certains sujets avec lui. Et puis ce jeudi, on était voir Vincent Parisi à la salle Fightness Gym de Pantin. Ouais. Il nous a très gentiment reçus. Multiples médaillés, champion du monde, champion d'Europe, champion de France de Jiu-Jitsu combat, présentateur de Bein Sport, l'Expresso, les matinale, le matin, commentateur de l'UFC sur RTL9 à l'époque et maintenant du Bellator. Toutes les interviews là sont en montage. Comme on a encore un petit peu une entreprise familiale, on va essayer de vous les délivrer le plus vite possible dans les jours qui viennent. Mais comme la semaine a été extrêmement chargée niveau actualité au MMA, on voulait vous lancer dans ce week-end en tout cas avec un petit aperçu de ce que va être l'émission en général et au moins débriefer parce qu'on a abordé plein de thèmes avec nos invités, mais malheureusement c'est tellement dense, il y a tellement de choses à dire que ce soir on va pouvoir traiter de sujets qu'on a peut-être des fois un petit peu abordés, mais on n'a pas pu aller en profondeur comme on aimerait le faire. Donc c'est très simple. La première partie de l'émission, on va traiter de l'UFC Fight Night Boston, qui a eu lieu dimanche dernier. Pour être honnête avec vous, là on est vendredi soir. Donc ça va faire 5 jours maintenant que l'UFC Fight Night a eu lieu. On a eu le temps un peu de le digérer, de l'analyser. Et la deuxième partie de l'émission, et là ça va faire sensation, on revient sur la conférence de presse de l'UFC 197 entre Conor McGregor, Rafael Dos Anjos, Holly Holm et Miesha Tate. On s'excuse d'avance parce que je pense qu'Holm et Tate, on va un petit peu moins le traiter. Pas que ce soit intéressant, le combat va être génial. Mais au final, en conférence de presse, il y a moins de choses à dire sur les deux en termes de matériel que c'était moins vendeur en tout cas. Donc je te laisse la parole pour lancer le premier sujet. Alors le premier sujet, c'est l'UFC Fight Night Boston. On va essayer de parler de 5 combats. Il y a 5 combats qui nous ont marqués. Il y a bien évidemment le combat pour le titre des bantamweight entre Dominick Cruz et TJ Dillashaw. C'était un super combat à tous les niveaux, technique, au niveau des plans de jeu. On va essayer de revenir un petit peu dans le détail vraiment sur ce combat. Il y a aussi un combat intéressant dans la catégorie des lightweight entre Pettis et Alvarez. Assez surprenant. Après, surprenant oui et non. Tu me diras ce que tu en penses, on en parlera bien tout à l'heure. Mais surprenant sur plein de points et finalement une confirmation au final. Ouais, exactement. Mais c'est surprenant parce qu'on s'attendait tous à un changement de direction. Je te laisse continuer sur la présentation des combats. Ensuite, il y avait le combat des poids lourds entre Travis Brown et Matt Mitrione. Celui-là aussi, il y a quelques trucs à dire. Ouais. Pas ultra intéressant, mais il y a 2-3 trucs à dire. Dans les aspects techniques et sur le rôle de l'arbitre, il y a des choses à dire. On essaiera d'aborder ces 5 combats-là. On va d'abord les traiter par ordre d'importance. Et comme on va faire 1h30 d'émission à peu près, on va vouloir aussi vraiment aborder la conférence de presse. Ouais, donc, c'est ça, on va essayer de... Si jamais malheureusement on doit couper un des combats, on essaiera de le reprendre dans une émission suivante. Il en reste donc 2. Chris Wade, Mehdi Baghdad, c'est notre français, donc on va essayer d'en parler, au moins d'en glisser un mot. Que vous avez pu voir dans la saison de The Ultimate Fighter dans la team Conor McGregor. Exactement, la dernière saison. Il a fait un beau parcours. Et enfin, le dernier combat qui moi m'a beaucoup plu, c'était mon combat de la soirée, c'était Felder contre Cruikshank. Enfin, mon combat de la soirée reste Dillashaw Cruz, mais le deuxième, on va dire, Felder Cruikshank, toujours en poids léger. Donc on essaiera aussi d'en glisser un mot, et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite, on va se lancer sur Cruz Dillashaw, avec la victoire au point, une décision partagée, victoire au point de Cruz. Je te laisse prendre la parole. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ce combat, pour poser le cadre clairement, ça a été 5 rounds. Donc, les title shots, les combats pour le titre à l'UFC, c'est toujours 5 rounds. Absolument, s'il y a un KO avant qui arrive. Mais là, en tout cas, ils ont été au terme de la décision. C'est pas le combat le plus spectaculaire de l'histoire. On retiendra pas que c'était, par exemple, un Condit Lawler. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de coups phénoménaux. Mais je crois qu'on a vu un modèle du genre de technicité sur ce qu'est le déplacement au MMA. Puisque de toute façon, on avait Dominick Cruz considéré comme le père spirituel de Dillashaw en termes de technique, de mouvement et de manière de combattre. Donc on avait l'artiste, le fondateur sur les bantamweight
du déplacement, de bouger sa tête pour esquiver les coups, d'aller très très vite. Dillashaw qui a un énorme aussi déplacement d'habitude. Il y a eu un volume et une intensité pendant 5 rounds incroyable. Je te laisserai peut-être la technique. Je vais moi juste revenir sur un aspect qui m'a vraiment plu et que j'ai vraiment retenu. Dominick Cruz, c'est un trash talker pour le présenter un petit peu dans son caractère. C'est quelqu'un de très cérébral. Il n'est pas du tout vulgaire. Il ne vocifère pas. C'est quelqu'un de très posé. Les commentateurs pour l'UFC sur la chaîne Fox. Sur Fox. Donc, il gère les médias, il a l'habitude. Mais pour rentrer dans la tête de son adversaire, l'énerver avant, il a un vrai verbe. Comment est-ce que tu vas me battre? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as à faire que je vois pas, tu me fais rien. Et c'est très agaçant, c'est super énervant, ça te rentre vraiment sous la peau. C'est pas comme humiliant comme peut l'être Conor McGregor, et va aussi te martyriser, ça on y reviendra tout à l'heure. Mais on a là un grand champion sur l'avant-combat. Il a repris sa ceinture, donc de toute façon c'est un grand champion, il a battu tous ceux qu'il avait à battre, Mighty Mouse avant, Uriah Faber. Donc il a battu les grands déjà de ce monde dans sa catégorie. Ce que je trouve magnifique, c'est de dire qu'il revient de 4 ans d'absence, 3 blessures au croisé. La première fois c'était un rejet de greffe parce que c'était un cadavre, un tendon d'un cadavre qu'on lui avait greffé, ça n'avait pas pris. Il est resté 4 ans sans combat, enfin pas 4 ans sans combat, là en dernière date, mais il a eu 3 blessures. À chaque fois qu'il pensait revenir, il se reblesse. C'est comme Ronaldo qui finalement gagne la Coupe du Monde avec le Brésil en revenant de sa dernière blessure quand tu n'y crois plus du tout. Exactement. Il te dit qu'il a perdu sa femme dans la blessure, il a perdu son argent, sa voiture, il a dû vendre des trucs, il a renoncé vu qu'il était dans l'adversité, ses vrais amis, qui était la famille. Et tu te rends compte que ça a été quelqu'un qui a été énormément marqué par cette période-là. Il a dû se reconstruire en devenant commentateur. Ça lui a permis de rester dans les combats et de commenter, de garder l'œil frais, de voir comment le MMA évoluait. Et si lui il revenait, comment il allait s'adapter. Il est jamais parti, mais ce qui est beau, c'est que à un moment donné, tu te dis il est parti depuis trop longtemps. Pour reprendre l'expression américaine, tout le monde lui parlait en lui disant tu vas être rouillé le ring rust. Lui, se voyant encore comme un champion psychologiquement, disait non, il n'y a pas de ring rust, je m'entraîne encore tous les jours, je suis prêt et je reprendrai mon titre parce que ce que me propose Dillashaw en face, ce n'est que la pâle copie de moi-même. Et finalement, on a comme dans un film à la Rocky, le champion qui revient à la fin. Pas que Dillashaw soit le méchant nécessairement. Tu reviendras peut-être sur l'histoire Dwayne Ludwig avec Chad Mendes, avec la team Alpha Male. Alpha Male, Uriah Faber, où il a quitté son coach historique pour partir avec un autre qui était dans la salle et qui l'a entre guillemets un peu volé à son équipe originelle. Ça n'en fait pas un méchant, c'est juste qu'individuellement il a choisi d'en partir. Moi j'apprécie pas, j'aurais préféré un peu de loyauté et tout, mais ça n'en fait pas un méchant en soi. Il a juste préféré à un moment donné pour son bénéfice individuel. Il a joué sa carte perso. Voilà, moi est-ce que j'ai plus de chances d'être demain champion en restant à la team Alpha Male ou en partant avec Dwayne Ludwig? Je considère que c'est Dwayne Ludwig parce que c'est cette méthode-là. Je comprends son argumentaire. Voilà, ça m'intéresse même pas comme. Enfin, là sur le combat, ça va pas apporter quoi que ce soit. En tout cas, voilà, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu dans la vie de tous les jours quelqu'un comme Rocky qui revient de toutes les plus grandes difficultés. Il n'a pas dominé le combat, hein. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est une décision partagée. Non, mais il y a eu 2 phases dans le combat, on en parlera. TJ Dillashaw est techniquement le tenant du titre. Et donc on sait très bien qu'au MMA, quand tu vas à la décision, et on l'a vu avec Carlos Condit, si on doit mettre en balance les 2 combats, à mon sens, Carlos Condit mérite 10 fois plus d'être champion que Dominick Cruz, dans le sens où tu dois aller détrôner le détenteur de la ceinture, parce que pour moi, Condit avait fait plus pour enlever la ceinture à celui qui est actuellement champion. Je suis très content, et pour moi, c'est mérité que Dominick Cruz ait finalement repris son titre, mais s'il l'a eu, ça n'aurait été que normal que Condit le soit. C'était quel combat, je sais plus, Alexander Gustafsson. C'était épique le combat contre John Jones. Et tout le monde a dit finalement,
on ne donne pas la ceinture à Gustafsson parce qu'il n'a pas fait assez pour enlever la ceinture au champion. Ok, pourquoi pas, j'accepte. John Jones était très bon dans ce combat-là. Gustafsson était très bon dans ce combat-là. Mais Condit, à ce moment-là, méritait de reprendre la ceinture à Lawler. Dominic Cruz a mérité de prendre la ceinture. C'était les seuls parallèles que je voulais faire. Toi, je te laisse peut-être plus à partir sur les côtés techniques. Il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir, moi. En premier lieu, je voudrais parler un petit peu du plan de jeu de Dillashaw. Bon, évidemment, on l'a tous vu. Dillashaw, il a un déficit d'allonge et il a un déficit de taille par rapport à Cruz. Donc avec son entraîneur, Ludwig, dont tu parlais, ils ont essayé de mettre en place quelque chose pour réduire les distances, pour que Dillashaw puisse boxer au corps à corps, s'approcher de Cruz et ne pas être maintenu à distance pendant toute la durée du combat. Sauf que Dillashaw, selon moi, il n'a pas respecté le plan de son coach. Quand tu vois le premier round, il tente effectivement d'être ce que les Américains appellent in the pocket, de s'approcher pour pouvoir couvrir la distance, pour éviter de se faire toucher et pour que lui, ses coups prennent plus de puissance. Parce que c'est ça aussi ce qu'il faut se dire, c'est que la distance, quand on est dans la pocket, chaque coup qu'on met est un coup plus dévastateur. Il est plus dévastateur, mais tu fais face à quelqu'un qui a un jeu de jambes qui et va justement, t'échapper à chaque fois. Le problème, il y a eu deux problèmes. Donc quand il était là, à cette distance-là, avec cette idée de vouloir dévaster l'adversaire, Dillashaw a essayé à chaque fois le coup fatal, le haymaker. Il a essayé vraiment à chaque fois de charger son coup, grosse droite, les high kicks. Il a multiplié les high kicks pour essayer vraiment de le mettre KO. Selon moi, ça c'était une erreur. Question que je vais te poser justement. Quand tu vois le combat, Dominic Cruz, ouais. Il bouge à la vitesse de la lumière. Dans les premières rounds, avant ouais, que sa jambe soit attaquée. Ouais. Justement, par rapport à la puissance des coups qu'il met, est-ce que tu crois pas, à un moment donné, moi je me suis posé la question dans le combat, ok, comme le dit Joe Rogan, il cherche son Hail Mary, c'est-à-dire le gros coup qui à un moment donné, parce que tu en as tellement jeté, va toucher la cible parce qu'il a mal bougé la tête au mauvais moment et ça va y aller. Est-ce que finalement, c'était pas sa seule option, tellement Cruz non, pas du tout, selon moi. Et fort, pas du tout, selon moi. Ça m'intéresse, dis-moi. Ce que lui a dit, à mon avis, Don Ludwig, c'est de construire son combat, d'être patient, d'aller réduire les distances, de se rapprocher, le corps à corps, gérer petit à petit. Cruz, là, il a boxé vraiment dans la zone de confort de Cruz, Dillashaw. Il a combattu dans la zone de confort de Cruz. Cruz, tout ce qu'il avait à faire, quand Dillashaw essayait de mettre ses coups puissants, c'était d'esquiver avec sa capacité naturelle. Il a un des meilleurs jeux de tête de l'UFC, j'allais dire de la division, mais de l'UFC, avec ses pas de décalage, souvent vers la gauche, avec son jeu de buste. Et d'ailleurs, les coups de pied venaient de la gauche. Et Dillashaw, il a frappé l'air. Pendant presque 3 rounds, il a frappé l'air. Il n'a pas touché Cruz une seule fois. On n'a pas l'impression que Cruz ait fait un combat, son visage est intact. Et donc, je termine. Et donc, d'ailleurs, au moment, c'était dans le deuxième round, ils ont donné le chiffre, c'était 28% de précision pour Dillashaw. C'est ridicule, c'est rien du tout. Vas-y, ouais. Alors, deux choses, justement pour ça. À mon avis, c'est super frustrant des fois, et tu le remarques plus dans The Ultimate Fighter, les consignes des coachs, parce que comme il n'y a pas le public, il n'y a pas les commentateurs de l'UFC, quand tu regardes le combat de l'émission de télé-réalité de l'UFC, tu entends les commentaires des entraîneurs plus que dans un combat. Ah ouais, le son est plus... C'est super frustrant des fois quand tu vois que l'entraîneur a totalement raison et qui dit relève-toi, arrête d'aller au sol ou va pas dans tel jeu, et que tu vois que le combattant qui est finalement fait face dans le feu de l'action, réussit pas à appliquer ce que lui dit l'entraîneur. Toi, t'es entraîneur de foot en plus, j'imagine que ça te rend fou quand les petits ils font pas ce que tu dis. Bien sûr, mais on est plus. Je peux comprendre. Maintenant, je vais mettre deux justes réserves. La première, c'est qu'il fait face à Dominic Cruz. C'est-à-dire qu'on a tous dit à TJ Dillashaw, t'es le champion, mais tant que t'as pas affronté Cruz, il y a l'ombre qui plane autour de toi. Cruz était la référence dans tout ce qu'il a proposé avant dans ses combats. Il n'a pas un knockout power, ok, c'est-à-dire de mettre un point direct. Il a très peu de KO à son équipe. En général, il va à la décision, mais c'est un champion qui n'est pas discuté. Ce que je veux te dire, c'est que, est-ce qu'il ne s'est pas dit dans sa tête, il faut que j'aille battre, non seulement il faut que j'affronte Cruz pour être le vrai champion, mais en plus il faut que j'affronte, comme on a des styles similaires en MMA, on nous parle du déplacement, on dit que je l'ai beaucoup copié, que je me suis pas... Et à la limite, c'est l'intelligence de Dillashaw d'avoir été pris sur les meilleurs, mais peut-être sa bêtise finalement, entre guillemets, dans le combat, c'est de s'être dit, il faut que j'aille battre Cruz à son propre jeu, c'est-à-dire dans la boxe, dans les petits coups, alors que Dillashaw, il a une puissance que n'a pas Cruz, et on l'a vu face à Renan Barão, c'est une puissance dévastatrice. Quand il t'attrape et qu'il t'enchaîne... Ouais, exactement, mais... oui et non, parce que selon moi, justement, cette puissance,
c'est ce qui va lui poser problème parce que à vouloir absolument mettre KO son adversaire, il n'a pas construit son combat. Il a manqué de patience, on s'en rend compte. Il était vraiment, ouais, il était impatient, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, il a commencé à ralentir au troisième. Et Cruz, il l'a mis 3 fois au sol, 3 takedowns dans l'espace de 3 rounds. Il n'avait jamais été mis au sol par qui que ce soit dans l'octogone auparavant, TJ Dillashaw. Même physiquement, à vouloir absolument charger ses coups et privilégier la puissance à la place du volume, pour moi, il s'est trompé de stratégie complètement. Après, il y a eu une deuxième phase du combat, à partir du 4e round, où Dillashaw a commencé, à mon avis, à cause du déclin physique de Cruz, parce qu'il a beau dire qu'il n'est pas rouillé, ceci, cela. On ne fait pas 5 rounds comme ça pour un title shot sans le ressentir. Il y a un moment donné, forcément, il va payer les conséquences. Et Cruz, il était blessé au pied en entrant dans l'octogone, on l'a appris plus tard. À la fin du combat, il le dit. Dillashaw a commencé avec ses low kicks à attaquer la jambe avant de Cruz. Donc les low kicks, c'est les coups de pied bas, les ou coups les de pied cuisse ou les coups de pied mollet. Il a commencé à attaquer la jambe avant de Cruz et il a fait des dégâts, hein, on l'a senti. Quatrième round, mais c'est ça qui est dommage, c'est que déjà, il ne le fait pas dès le début. Ouais. Parce que dès le début, c'est trompé de stratégie, c'est exactement ce que je te dis. Dès le début, il a voulu absolument chercher le knockout. Quand tu as quelqu'un sans aucune raison, il n'a pas construit son combat. Au MMA se déplace mieux que toi et plus rapidement que toi, la seule solution, au lieu d'aller au corps à corps et vouloir infliger d'abord ta puissance coûte que coûte, c'est d'abord, entre guillemets, et donc, comme le disait Vincent, je ne sais plus s'il prenait l'exemple du Muay Thai ou du kickboxing, où il disait il faut détruire le corps de l'adversaire. Ouais. Et ben, finalement, si Dillashaw avait voulu techniquement gagner ce combat, il aurait dû détruire le corps de Dominic Cruz, c'est-à-dire lui enlever ses jambes. Parce que la principale arme de Cruz, c'est le déplacement. Ce n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme d'intelligence, de combat, de déplacement. Ouais. C'est d'éviter son adversaire bien et d'aller lui le toucher quand il décide d'aller l'engager. Et de ne jamais l'engager, de ne jamais se faire engager avant que lui le soit fait. Exactement, ouais. C'est pour ça que son manque de patience, moi je l'ai pas compris. C'est très bien de vouloir aller gagner le combat, d'être agressif. D'ailleurs, il le dit après dans l'interview d'après combat. Vraiment, on te met deux mains dans une cage et pendant 5 minutes, tu essayes de me toucher et moi je te cours autour. À un moment donné, je peux comprendre que tu sois frustré. La frustration, mais si t'as un vrai champion, tu vas la maîtriser, t'es professionnel. Exactement. Elle a pris le meilleur sur lui. Mais c'est donc vraiment dommage qu'il n'ait pas. D'autant qu'on parlait de son entraîneur, Dwayne Ludwig. Il avait été dans un cas de figure très similaire à TJ. Bon, le combat était beaucoup moins important, mais il avait affronté en 2011, si je ne me trompe pas, Amir Sadola, qui était bien plus grand que lui, une meilleure allonge. Et il avait, par la patience, petit à petit, en boxant au corps à corps, réussi à rentrer, faire ses choses, ressortir. Il avait maîtrisé vraiment bien plus facilement cet aspect. Dillashaw, il s'est complètement trompé, selon moi, dans ses 3 premiers rounds. Elle est géniale, l'analogie que tu fais avec l'entraîneur, qui a déjà vécu la situation, parce qu'il peut parler de sa propre expérience. Donc normalement, je suis d'accord avec toi, TJ Dillashaw doit normalement... C'est un sacré combattant, TJ Dillashaw, il sera TJ Dillashaw serait magnifique. TJ Dillashaw, par contre, effectivement, aurait dû se servir de l'expérience de son entraîneur, qui a dû le lui dire. Maintenant, je peux pas imaginer qu'il lui ait dit autre chose. Je suis d'accord avec toi, mais rajoute 2 facteurs. T'as ta défense de titre contre, entre guillemets, c'est pas forcément ton idole, mais c'est le modèle sur lequel tu t'es façonné, sur l'image sur laquelle tu t'es construit. Déjà, t'as envie d'y aller et de le détruire. Et deuxièmement, ça fait 3 mois que ce soit Conor McGregor, que ce soit la presse, te monte la pression Urijah Faber, donc le mentor, encore combattant, entraîneur, qui a pris sous son aile TJ Dillashaw quand il avait 17 ans, l'a fait monter, l'a fait devenir champion. TJ a les facultés pour l'être, mais il l'a aidé à progresser. Il doit depuis 3-4 mois, on met sur la tête de TJ, il l'appelle en anglais Snake in the Grass, donc en gros c'est le traître. On lui dit t'es le traître. Si tu gagnes face à Dominic Cruz, t'as ton combat contre ton mentor parce que c'est le prochain qui arrive. Donc il y a énormément d'émotions. Est-ce que justement, à la différence de Dwayne Ludwig, quand lui il a réussi à faire son combat technique parfaitement, à refuser d'aller au contact, Dwayne Ludwig il avait moins d'enjeux que TJ, il en avait. Bien sûr, c'était pas du tout un title shot, c'était un UFC quelconque, je sais même plus c'était quel UFC, c'était en 2011, mais ouais, c'était pas du tout les mêmes enjeux, on est d'accord. Mais donc après ce qui est dommage c'est que TJ s'est réveillé un peu trop tard, il n'a pas fait assez selon moi pour emporter la décision. Il avait l'air d'être déçu des décisions de la scoring card à la fin du combat, mais pour moi, Cruz... il a carrément levé le bras. Voilà, avant... non, je suis désolé, pour moi, Cruz a emporté les 3 premiers rounds.
Non, non, je suis d'accord avec Moi, toi. je l'ai vu 48-47 pour Cruz, le combat. Je sais 48. pas pour toi, mais moi, je l'ai vu 48-47. Les 3 premiers rounds J'avoue pour qu'en Cruz fait, et les deux derniers pour Dillashaw. je vais être sincère avec toi. J'ai absolument aucun désamour pour TJ De La Cruz, mais j'aime tellement l'histoire du comeback de Cruz. Ça me parle tellement que quand moi j'ai regardé le combat, j'ai même pas cherché à savoir le score et être, comment te dire, comme avec Condit. Ouais. Non, j'étais comme Condit en fait. J'étais en train de vivre le combat comme je regardais les Rocky quand j'étais petit, que j'ai découvert pour la première fois. Je sautais dans mon écran, je me prenais la tête comme ça, parce que j'étais dans la pression de voir que sa jambe elle était en train de lâcher de plus en plus, et j'avais peur que TJ le. Et j'avais vraiment envie que Cruz, pour entre guillemets l'histoire sportive, Ouais. on retienne 15 jours. Il y a quelqu'un, je trouve que c'est un beau modèle, c'est un bel exemple de dire regardez, il était champion, il a touché le fond. Et c'est ce que je rêvais qu'il se passe avec Tyson à l'époque quand il est revenu en boxe, la première fois après être sorti de prison, qu'il reprenne son titre. Et j'ai été frustré comme pas possible de ne pas voir Tyson reprendre sa ceinture. Et là, je suis content humainement que Dominic Cruz l'ait repris. Je trouve que ça fait une histoire magnifique. Et de toute façon, on a d'autres combats contre Dillashaw qui vont revenir. Ouais. Cruz, il ne sera pas champion éternellement et Dillashaw, il pourra... Cruz, il a... Son histoire personnelle, je suis d'accord avec toi, elle est super intéressante, elle est touchante. Mais il a aussi ses détracteurs. Hein. Cruz, c'est beaucoup de gens qui disent qu'il est ennuyeux. Il y a un parallèle qui est souvent fait d'ailleurs, c'est avec Floyd Mayweather. Un champion pareil, invaincu. Bon, Cruz n'est pas invaincu. Là, il a une défaite contre Faber, mais c'était avant l'UFC. Mais c'est un champion qui va presque toujours à la décision, qui est très défensif. C'est un magicien défensivement, exactement comme Floyd. On le touche presque jamais. Il a un tact, il sort de ses combats et pour aller, il a aucune marque, aucune trace. En plus, il a un peu les mêmes jeux de buste, les jeux de tête comme ça, il se déplace un peu de la même manière. Et c'est un vrai parallèle avec Floyd Mayweather. C'est aussi ce que ces détracteurs disent. Donc, au-delà de son histoire personnelle qui est super, il a aussi des gens qui le critiquent parce qu'il n'est pas, il est pas flamboyant. Il a un jeu de jambes flamboyant. Mais... Pour conclure sur ce combat, je vais juste te dire un truc et tu vas me répondre comme ça. Après, on passera à autre chose. Je suis juste pas d'accord sur un élément avec toi. Je vais pas te faire dire quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que tu n'as pas dit que ce combat-là était ennuyeux. Tu as dit que des fois, les gens le caractérisent comme étant ennuyeux. Un style ennuyeux. Je suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire que quand tu regardes Dominic Cruz et la vitesse de déplacement qu'il a dans le ring, le combat reste debout. Le combat va pas nécessairement au sol. Et moi, ce qui m'insupporte, un peu comme Dana White, c'est les combats. Enfin, j'aime le combat au sol, mais ce que je supporte pas, c'est quand il y a un takedown et qu'on est juste dans la neutralisation. C'est-à-dire que celui qui est par-dessus l'adversaire qui est au sol se contente de le maintenir. Ouais. Il ne le travaille pas encore. Johnny Knight. Oui, mais il va pas chercher la soumission articulaire, il va pas chercher le coup, il se contente d'épuiser de tout son corps. Alors d'accord, c'est comme toi quand tu me battais à l'époque à Street Fighter et que tu me faisais toujours la même technique. Technique. C'est bien, ça marche, ça gagne, c'est efficace, t'es un combattant, au final tu veux gagner. Et toi, tu mets pas Cruz dans cette catégorie. Ce que je veux te dire, c'est que moi ce que j'aime, Cruz, c'est qu'il bouge, il sue, il va se déplacer. Et tu ne peux qu'admirer le jeu de jambes de ce mec-là. C'est pas quelqu'un qui vient et qui s'allonge sur toi, te fait peser comme un poids lourd 130 kg sur ta tête, où toi t'es juste le souffle coupé en train d'essayer de le relever, se relever, et tu te tapes dans un round 5 minutes de quelqu'un qui est finalement en train de s'accrocher comme ça, ou comme à la boxe, on dit non, séparé, vous travaillez plus. Et en ça, je trouve que c'est injuste de Dominic Cruz de dire qu'il est ennuyeux. Je peux comprendre qu'il est ennuyeux parce qu'il n'est pas flamboyant comme quelqu'un qui va te mettre, comme TJ Dillashaw qui justement a le pouvoir de te mettre KO. Ouais, Dillashaw est plus spectaculaire, ça c'est indéniable. Changement de garde, changement de posture, un coup c'est la jambe gauche qui est derrière, un coup c'est la jambe droite, il est d'une vitesse extraordinaire, il est plus puissant, mais Cruz c'est un magicien défensivement, on ne peut pas le toucher. C'est comme Floyd, il frustre ses adversaires, il les rend fous, il leur tourne autour, il les pique, il ressort, il est là, il se déplace, pas chassé, esquive latérale, je joue ma tête, je joue mon buste, et ça, il y a des gens qui apprécient pas, et il y a des gens qui adorent. Donc ouais, c'est un style. Hein. Mais c'était un beau combat en tout cas. Ouais, moi j'adore. C'est éclaté. C'était pas le combat type du cliché MMA. Il y avait une telle rapidité, c'était 2.0. incroyable. On a eu le combat juste avant, Brown Mitrian, c'était. Ça avait rien. J'avoue que quand tu passes de la catégorie poids lourd au bantamweight et que tu vois la vitesse à laquelle ça va, ça me rappelait les époques où tu commençais ta League Master sur CES avec Castolo et que tu arrives à faire ton premier transfert, tu arrives à même acheter un joueur de Ligue 1 pas très rapide et tu as l'impression que quand tu le mets sur l'aile, c'est une fusée. Ouais, c'est Ronaldo. Ouais, non, ça c'était génial.
Ok. Donc voilà pour le combat Kroos Dillashaw.